Chers membres du RSSMO, chers invités, chers partenaires, chers participants, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au colloque annuel sur l'employabilité placé sous le thème cette année « Le cœur et le code, deux intelligences, une même mission accompagnée avec humanité à l'ère de l'intelligence artificielle ». On vit dans une époque extraordinaire marquée par des avancées technologiques qui redéfinissent profondément nos métiers, nos compétences et nos façons de travailler. L'intelligence artificielle, qui a longtemps été perçue comme un concept futuriste, est aujourd'hui une réalité. Bon, ça va bien, hein? Oui, est aujourd'hui une réalité qui s'impose dans tous les secteurs. La santé, l'éducation, la finance, l'agriculture, en passant bien sûr par les ressources humaines et la formation professionnelle. Mais si l'intelligence artificielle bouleverse nos pratiques, notre quotidien, ça ouvre également des perspectives formidables. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Oui, oui, tout le monde est d'accord? Je vais entendre un oui, on est d'accord. Good. Ça crée des nouveaux métiers, ça stimule l'innovation, ça invite chacun de nous à repenser la place de l'humain dans un monde automatisé. C'est justement l'objectif du colloque, et aussi d'avoir une super belle soirée puis de s'amuser avec un excellent lunch, mais il reste que l'objectif du colloque, c'est de parler de la place de l'intelligence artificielle dans nos activités, dans notre vie. C'est de réfléchir ensemble aux compétences de demain, aux enjeux éthiques et sociaux, aux stratégies d'adaptation qui permettront à chacun, jeunes diplômés, professionnels, entreprises, institutions, de saisir les opportunités qu'offre cette révolution numérique. Encore une fois, je tiens à remercier chaleureusement tous nos intervenants, experts et formateurs, partenaires qui sont ici aujourd'hui, qui ont accepté de partager leur expérience, leur vision avec nous tout au long du colloque. C'est vraiment apprécié. Je veux également vous remercier, vous, chers membres. Votre présence témoigne de notre engagement à bâtir un avenir où la technologie reste vraiment au service de l'humain et non l'inverse. Je vais vous souhaiter à chacune et chacun d'entre vous des échanges riches, inspirants et porteurs d'avenir, que ce colloque soit un moment de découverte, de collaboration et de construction collective autour d'un objectif commun, favoriser une employabilité durable et inclusive à l'ère de l'intelligence artificielle. Je vous remercie énormément d'être là. Puis, pour le fun, c'est ChatGPT qui a fait mon discours aujourd'hui. Merci. Bon colloque. Donc, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Très contente de vous voir en si grand nombre. J'ai eu peur quand même quand j'ai vu la tempête hier. Laurent, tu comprendras que je me suis dit, bon, est-ce que ça va venir? Ça peut être un événement qu'on a tellement bien préparé. Mais non, vous êtes ici. On est tous ensemble. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, chers membres, chers partenaires, chers collaborateurs, bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur de vous retrouver ici à Victo pour notre 25e colloque annuel. Mine de rien, c'est notre 25e encore. Donc, oui. Ce moment, c'est plus qu'un rendez-vous dans le fond. Ce moment, c'est un rendez-vous professionnel, c'est un souffle collectif. C'est l'occasion de nous retrouver entre alliés, de se reconnaître dans nos parcours et de nourrir ensemble une vision d'avenir. Cette année, notre thème, le cœur et le code, deux intelligences, une même mission, résume parfaitement le moment que nous vivons. Nous sommes à une époque où l'intelligence artificielle s'invite partout, dans nos outils, nos communications, nos services et parfois dans nos décisions. Mais dans notre réseau, nous croyons profondément que la technologie doit servir l'humain. Jamais l'inverse. Je pense à une conseillère qui m'a dit récemment quelque chose qui m'a beaucoup touchée en fait. Elle m'a dit, j'ai demandé à un outil d'intelligence artificielle, je ne vais pas le nommer, de m'aider à mieux construire le plan d'action de l'une de mes participantes. L'outil a sorti un plan extrêmement intéressant et pertinent et très fort. Par contre, l'outil ne voyait pas les larmes de la participante qui était devant moi. Ça m'a extrêmement touchée personnellement, parce que cela veut tout dire. Cela veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il va falloir penser au cœur, le cœur qui est là
parce que c'est l'intelligence humaine, c'est la relationnelle. Elle est incarnée qui est au centre de notre mission. Par contre, le code, quant à lui, il peut analyser, il peut prédire, il peut structurer. Le cœur, lui, il comprend. Donc, toute cette pensée-là s'invite dans nos discussions de plus en plus. On est à cette ère-là de qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut utiliser seulement notre cœur pour aller de l'avant, pour répondre à nos missions? Ou est-ce qu'on veut utiliser le code parce qu'il améliorera nos pratiques, parce qu'il est capable de nous aider, parce qu'il va alléger notre gestion administrative? Vous connaissez tous ce terme-là, je présume. Alors, nous ne sommes pas contre l'innovation. Au contraire, en fait, notre réseau innove depuis des décennies, souvent bien avant qu'on en parle. Nous avons inventé des approches, des programmes, des outils qui ont transformé des vies. Mais nous affirmons une chose essentielle. L'innovation doit être éthique, inclusive et humaine. Rappelons-nous, on a monté comme réseau Continuum Entreprise, qui s'est après ça transformé en une mesure intégrée de Service Québec, le maintien en emploi. On a monté le programme FIT, qui continue jusqu'à aujourd'hui à placer des dizaines et des centaines de personnes en emploi de façon continue. On a inventé des découvertes immersives du métier, la réalité virtuelle dans des casques. Actuellement, on a un nouveau programme. Je vais faire un petit clin d'œil au crime, avec les compétences IA au cœur de nos équipes. Donc, on est vraiment dans l'innovation. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi pour utiliser notre intelligence personnelle, notre intelligence humaine? La posture du RSSMO en matière d'intelligence artificielle est très claire, en fait. Oui à l'IA comme allié pour mieux comprendre les tendances du marché, soutenir la prise de décision ou alléger certaines tâches. Non à une IA qui, comme substitut à l'organisation humaine, à la créativité, à l'accompagnement de proximité. Oui à une IA au service de l'équité, de la transparence et du bien commun. Mais non à une IA qui reproduit les biais ou creuse des inégalités. Alors que le gouvernement parle de productivité, nous rappelons que la véritable productivité, c'est celle qui mobilise tous les talents. Nous sommes des talents, vous êtes des talents. Les personnes que nous accompagnons sont des talents. Alors, celle qui transforme des obstacles en tremplin, celle qui permet à chaque personne de contribuer à la société selon son propre potentiel. Pourquoi? Parce que chaque personne compte. Notre réseau, nos 50 organismes engagés, des milliers de professionnels passionnés, des vies qu'on change à tous les jours. C'est ça qui nous sommes. Et dans ce monde qui accélère, notre rôle est encore plus vital que jamais. Pourquoi? Parce qu'on doit rappeler que le progrès n'a de sens que s'il est humain. Ces 2 jours de colloque sont donc une invitation à réfléchir, à débattre, à expérimenter, à imaginer comment le cœur et le code peuvent dialoguer pour bâtir un avenir juste, intelligent et solidaire, à faire entendre la voix de notre réseau, une voix lucide mais profondément confiante, celle d'un réseau qui croit que la technologie peut être une alliée à condition qu'elle reste guidée par nous les personnes, nous les humains. Je vous souhaite un colloque vibrant, riche en idées, en émotions. Merci d'être ici, merci d'être vous. Merci à nos commanditaires, la Fondation Lucien-André Chagnon, au ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale et à la CNESST qui ont contribué à cet événement. Mais surtout, merci d'être vous. Merci d'être les belles personnes que vous êtes. Merci d'accompagner des gens dans la réalisation de leurs rêves. Et merci de continuer à garder la mission. Merci de continuer chaque jour à mettre du cœur dans le code. Merci beaucoup. Merci Nisrine. On va bientôt aller vers notre première conférence de ce matin. Et tout le monde sait c'est quoi un philosophe ici. Et je pourrais prendre le micro puis aller vous demander votre perspective. Pour moi, un philosophe, c'est facile. C'est Père Caron, en 2e année de cégep, dans mon cours de philosophie 101. Un homme extraordinaire. C'était un philosophe. Il y a aussi Platon, Aristote, certains philosophes comme ça. Mais un philosophe, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher une définition. Puis cette définition-là, Joël, elle a été pour moi une seconde révélation parce que je lui ai avoué quelque chose. J'ai lu son livre sur la plage en Espagne la semaine dernière.
Ça se lit très bien. Je vous le dis, ça se lit très bien. Un philosophe, c'est une personne qui pratique la philosophie. Alors là, on a un bon début. C'est-à-dire qui recherche les raisons fondamentales des choses, qui réfléchit le sens de la vie et les questions existentielles. Il peut être un penseur qui élabore une doctrine, une philosophie, un spécialiste de la philosophie, ou une personne qui vit selon un mode de vie axé sur la sagesse et la réflexion. Je trouve ça fascinant parce que on aurait pu, Nisrine, son équipe, qui est d'ailleurs fantastique, qui aurait pu choisir plein de personnes pour venir parler d'intelligence artificielle. Mais le choix d'aller chercher quelqu'un qui est, oui, chez Technocompétences, ça aide, je dois l'admettre, mais qui a aussi une expertise, une manière de réfléchir dite philosophique. Joël va venir nous parler de comment accompagner avec humanité à l'ère de l'IA. Dans un contexte où l'intelligence artificielle transforme les pratiques professionnelles, on va explorer comment intégrer ces technologies pour préserver la dimension humaine. Dénoncer les dérives industrielles et utilitaristes du système d'éducation québécois, qui fabrique des diplômes au lieu de fabriquer des citoyens. Voilà l'essence d'un livre qu'elle a écrit. Et je vous dis, ça se lit bien pour un ouvrage philosophique. Joël, je vais t'inviter, s'il te plaît, à monter, et puis on va commencer avec notre première conférence. Génial. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Moi, j'ai pris la route hier, et en tant que bonne charlevoisienne, j'adore ces conditions de route-là. Ouais, j'ai grandi dans un magnifique lieu du territoire québécois qui permet, en fait, de grandes révélations philosophiques parce que l'immensité, en fait, nous traverse complètement. Et ça, je le dois à ma famille, qui est une famille très, très simple. Et oui, j'accepte très bien la comparaison avec Père Caron ou toute autre personne que vous avez vue dans votre parcours à vous, au collégial, parce que j'ai enseigné pendant 17 ans au collégial. Ouais, ça trahit un peu mon âge. J'ai sorti très tôt. J'ai eu la chance de sortir très tôt de l'université et de pouvoir tout de suite commencer, même avant d'avoir fini mon mémoire qui portait sur l'éducation, d'où le livre par la suite. J'ai pu commencer à enseigner. Et c'est là où ce que j'ai vu que j'aimais beaucoup ça, être là où ce que je suis ce matin. C'est-à-dire de réfléchir chez moi, en moi, à qu'est-ce qui est en train de se passer, pour ensuite de ça aller transmettre ces grands questionnements-là. Donc, il y a quelques mois à peine, j'étais dans un lieu privilégié et séculaire pour faire ce que je m'apprête à faire devant vous aujourd'hui. En effet, j'étais prof de philo à temps plein et tous mes cours avaient un angle, une note, une touche technologique. J'ai été engagée chez Technocompétences il y a de ça bientôt 18 mois comme conseillère stratégique et éthique, un poste complètement sur mesure parce que la direction générale de l'époque jugeait qu'il y avait un angle mort finalement au sein de la compréhension de l'apport des technologies dans notre monde actuel. Depuis bientôt 7 mois, je suis directrice générale par intérim de Technocompétences. Et depuis janvier 2025, ça s'arrête jamais, mes affaires, je suis chargée de cours en éthique appliquée à Polytechnique Montréal. Donc, éthique appliquée qui est un cours obligatoire, en fait, pour les ingénieurs aujourd'hui, depuis la commission Charbonneau. Ouais, j'aime ça, faire ça. Je m'intéresse à la technologie et à ses enjeux depuis une bonne dizaine d'années, non pas en tant que technophobe, mais bien pour voir comment et surtout pourquoi la philosophie se désintéresse du numérique. J'ai vite compris que si je voulais faire de la philosophie au 21e siècle, je devais suivre la trace de la tradition et de Père Caron et de m'intéresser au réel.
Thibaut Prévost, que vous voyez la citation ici à l'écran. Est-ce que vous voyez bien? Le contraste, est-tu bon? Moi, sur mon écran, il est bon, mais bref. Thibaut Prévost a publié un livre qui s'appelle « Les prophètes de l'IA » l'an dernier, en fait, et il se place directement là où ce que j'aime faire de la philo, c'est-à-dire le poids des mots. Ils nous permettent, les mots, d'appréhender le réel avec précision. Quand on n'est plus en mesure de nommer notre monde, ce n'est pas uniquement un problème de vocabulaire. Ça touchera nécessairement le pouvoir unique que nous avons tous, nous les êtres humains, soit celui de prendre des décisions librement. Dans le monde de la technologie, on utilise un imaginaire précis et des images immatérielles pour parler des innovations. Or, c'est maintenant presque une blague que de rappeler que les gens les plus puissants dans la big tech ont trouvé leur inspiration dans la science-fiction entre les années 1950 et 80. Tout y est déjà. Si vous avez suivi les Jetsons, si vous avez été fan de Star Trek ou de Star Wars, tout y est déjà. Le métavers, l'auto autonome, des assistants personnels, tout est là. De plus, les ingénieurs de la Silicon Valley puisent dans le récit et le mythe religieux pour pousser leur agenda. D'un côté, on a les utopistes et de l'autre, on a les pessimistes. Dans les deux cas, l'IA viendra remplacer le monde et nous sommes pris dans un univers de fascination qui nous empêche de saisir réalistement de quoi il en retourne. Selon Thibaut Prévost, dans Les prophètes de l'IA, chaque innovation de l'IA s'accompagne des mêmes prophéties et des mêmes avertissements. Seul le vocabulaire change, dit-il, éternellement mis à jour pour donner l'illusion d'une nouveauté. Et ça, c'était tel quel dans son livre. Aussi bien dire que ça manque d'imagination. Ou mieux, c'est que c'est leur imaginaire, en fait, qui nous est imposé comme structure de notre monde. Ils imposent leur propre carte de territoire et de compréhension du monde. Ce que je souhaite souligner ici, et qui provient peut-être de la science-fiction, c'est que notre fascination pour les nouvelles technologies, et en particulier pour l'IA, nous empêche d'avoir une vision plus large, non seulement de l'impact de leur utilisation, mais aussi de la transformation, voire de la métamorphose, qui pourrait constituer l'avenir raisonnable et responsable de la technologie. En suivant ce parcours que je vous propose aujourd'hui, nous allons pouvoir reconnaître les opportunités d'utiliser et d'adopter des systèmes d'IA, mais aussi nous allons valoriser ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Il n'y a personne qui saigne du cerveau? Ça va? OK, super. Génial. Alors, la question de ce colloque est de voir ensemble ce qui est possible d'adopter dans le vaste panorama des outils d'IA dans un contexte communautaire. Vous avez reçu de la documentation afin que je ne tombe pas dans les vieux principes des conférences de philosophie, soit toute la partie de définition des termes. Cependant, je dois planter le décor. À main levée, oui, je vais vous faire participer. À main levée, qui parmi vous utilise les réseaux sociaux ou est sur les médias sociaux? Bravo! Moi aussi, d'ailleurs. Saviez-vous qu'il y a de l'IA dans l'algorithme? Puis que votre algorithme est différent pour chacun de vous et modulé selon chacun de vos usages? Et de chacun de vous, où se place en fait votre regard sur l'écran. Ça va jusque-là. Qui parmi vous a déjà utilisé ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini ou DeepL? Yeah!
J'ai vu votre réponse de sondage, hein? Cachez-vous pas. Qui parmi vous a un compte Netflix ou Crave ou Disney+? Savez-vous qu'il y avait un algorithme de recommandation? Et savez-vous pourquoi il est là? C'est une question d'économie d'attention. On veut vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme. Fait que c'est pour ça que vous scrollez down, vous défilez le plus possible, puis ça vous prend une éternité à trouver un film. Tout ça est pensé d'avance. C'est ce qu'on appelle conçu par design, en fait. Qui texte ses amis sans utiliser la fonction d'écriture automatique? Vous savez les 3 choix qu'il y a en bas? Sans l'utiliser. Ah, il y a quelques résistants, je vous félicite. Moi, j'ai pas été capable. Puis, il fait en sorte qu'il me fait faire des fautes à chaque fois, je me relis pas. Je vais vous reposer une autre question un petit peu plus tard, mais je veux pas brûler mes punchs encore. Ce petit exercice est pour vous démontrer que l'IA est déjà dans nos vies depuis déjà plusieurs années. Donc, il n'est pas question d'une arrivée récente de l'IA, au contraire. J'aurais pu parler de la reconnaissance faciale avec votre iPhone, en fait. Ça aussi, c'est de l'IA. Ce qui est tendancieux à l'heure actuelle, c'est que depuis 2022, soit depuis l'arrivée de ChatGPT dans nos vies, nous avons tous vécu ce que les sociologues et les philosophes contemporains appellent une accélération. C'est un phénomène, en fait, sociologique hautement en plein cœur des recherches, en fait, des sociologues. J'y reviens. Cette accélération s'est fondée sur un projet et une vision du monde bien précise qui s'est imposée. Par la fascination de la nouveauté, certains se sont gardés de l'essayer, voire même de l'implémenter. Des données récentes démontrent que le Canada est en queue de peloton au sujet de l'adoption de l'IA, et cela est dû, entre autres, à un manque de réglementation de son utilisation, dit le même sondage. Cependant, cela ne veut pas dire que l'IA ne soit pas utilisée à tous les jours par des employés, par des dirigeants, sans que personne ne le sache. C'est un phénomène qui a pris de la vitesse. Et cette vitesse-là est prise depuis 3 ans. Revenons au terme de l'accélération. Le dernier, en fait, philosophe et sociologue qui en a si bien parlé et que ses livres sont tout à fait digestes, je vous le recommande, c'est Hartmut Rosa, qui traite de la question de l'accélération dans ses travaux en fonction de rendre le monde, dit-il, plus disponible. Donc, le projet, en fait, de la modernité, selon Hartmut Rosa, c'est de rendre le monde plus disponible. Qu'est-ce que ça veut dire, rendre le monde plus disponible? Il y a 4 dimensions de la disponibilité du monde à l'écran. C'est-à-dire, rendre le monde plus visible, plus accessible, plus maîtrisable et plus utilisable. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Super. Alors, je cite Hartmut Rosa, il dit « La modernité est culturellement portée et structurellement posée à rendre le monde en tout point de vue calculable, maîtrisable, prévisible et disponible. Par la connaissance scientifique, la maîtrise technique, le pilotage politique et l'efficacité économique. Ce qui nous entraîne dans un paradoxe, nous dit-il, et ce paradoxe-là s'appelle la famine temporelle. C'est que sous la promesse de gain de temps, donc délester du temps pour faire des choses à plus grande valeur ajoutée, au final, on se retrouve avec une perte de temps. Puis qu'on est toujours en train de courir après notre temps, jour, après semaine, après mois, après année. C'est ça le phénomène de famine temporelle, finalement. Une des promesses fortes de l'IA, c'est de nous dégager justement du temps, des tâches que l'on peut automatiser afin de préserver les tâches à forte valeur ajoutée pour l'humain. Je pose la question, à quel prix? Si dans la relation d'aide, vous êtes confronté aux cas les plus complexes, sans répit, dans des tâches qui ne vous demandent pas toute votre humanité,
est-ce vraiment là un avancement pour vous, pour votre travail, pour votre bien-être au travail? Attention, je suis pas contre l'automatisation, mais pas à tout prix. Je dirais avec parcimonie. Un exemple heureux d'automatisation puis de bonne utilisation de l'intelligence artificielle, c'est celui du réseau sur l'itinérance l'an dernier, qui, lors de son colloque annuel, a pu, grâce à l'intelligence artificielle, faire un manifeste sur l'itinérance au Québec en franchement moins de temps que ça aurait pris à faire des allers-retours entre toutes les parties prenantes qui étaient là lors de ce colloque-là. Ainsi, il faut savoir déterminer ce qui vaut la peine dans notre organisation et ce qui pourrait être un bon déploiement, en fait, d'un système d'IA. Regardons les fameux billets. Donc, regardons comment cela se répercute, en fait, dans l'IA et notre façon de l'utiliser. Personne dans cette salle n'est dupe. Enfin, je le pense, tout le monde sait que l'IA ne réfléchit pas, n'analyse pas, ne prend aucune décision, ne reconnaît pas un chat, un feu de circulation, ni votre visage. Reconnaître, c'est pas ça. Pas être capable de dire « ceci est un chat », c'est pas ça. Ces opérations sont possibles à travers des entraînements massifs sur des bases de données phénoménales et sont des résultats de calculs probabilistes. Je m'arrête ici pour que ça soit très clair. Le langage humain a une part de mathématiques, mais ce n'est pas l'entièreté du langage humain qui l'est mathématique. C'est un vieux et immense débat en philosophie et pour être honnête, je dois le dire où je loge. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans l'Académie de Platon, c'était écrit sur le fronton « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Fin de la parenthèse. Ce qui m'intéresse ici, puis c'était pas écrit dans mes notes, je m'en suis souvenu. Ce qui m'intéresse ici, c'est la posture de l'utilisateur. Comment il se positionne devant un agent conversationnel de son choix et ce qu'il attend de lui. Cette posture n'est pas sans rappeler l'histoire des vieux Grecs, en fait, qui allaient voir les devins et les oracles. On allait voir les oracles pour se faire dire, en fait, ce qu'il fallait faire puis ce qu'il fallait pas faire. Mais sauf que les oracles, ils parlaient en symboles puis en signes. Donc, il fallait décoder leur langage. OK? Mais le problème dans tout ça, c'est que l'intelligence humaine, ce qu'elle veut avoir, c'est l'heure juste, ici et maintenant. Je dois-tu y aller ou je dois pas y aller? Et c'est la même chose qui se reproduit devant l'intelligence artificielle. On le sait, il pense pas, il réfléchit pas, il analyse pas, ce n'est que des calculs probabilistes d'un mot qui devrait suivre l'autre, etc., etc. Mais nous, en tant qu'utilisateurs, on reçoit l'information de la même manière que devant un devin ou un oracle, c'est-à-dire, ben voilà, c'est clair, c'est évident, je dois aller à droite et non pas à gauche. Parce que, pourquoi? Parce que c'est écrit sans faute. Parce que c'est une longue, plus ou moins longue réponse qui nous est donnée en quelques secondes, en un claquement de doigts, finalement. Donc, on est fasciné. Alors que tous les spécialistes nous disent « Oui, mais tu sais, il faut lui reposer la question, il faut prendre un pas de recul, tout ça, on le fait pas. » On le fait tout simplement pas. Donc, cette histoire-là de devin est quand même assez intéressante parce qu'elle nous ramène au cœur même de notre intelligence. Et ça nous ramène dans le premier billet, en fait, qui est gros comme ça devant l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le billet de confirmation. Vous posez une question à l'IA, elle vous donne une seule réponse probabiliste et nous ajoutons que nous devons poursuivre nos recherches, que ça pourrait être erroné et tout ça, mais peu de gens le font. Pourquoi? Parce que cette réponse-là, bien formulée, sans erreur, est convaincante. Ça vient nous conforter dans notre billet de confirmation. Voilà. Surtout quand on connaît absolument rien sur le sujet. Un autre philosophe
Un de mes anciens professeurs à l'université, lui, il était cool, par exemple, il s'intéressait déjà à la technologie alors qu'on était au début des années 2000, fait que c'était vraiment un nerd, a publié cette année un livre qui s'appelle « La Déclaration pour l'esprit humain », en fait. Et il dit ceci. Oui, c'est ça. Il dit dans son livre que utiliser à tout va, une telle application bouleverse le rapport au savoir, à la vérité, à la créativité et d'une manière générale à ce que veut dire la production de l'esprit, puisqu'elle dispense l'esprit de tout travail pour en produire précisément. Donc, si on laisse l'intelligence artificielle faire ce qui nous définit, nous, en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire poser des questions, user de langage et, pire que tout, prendre des décisions, on est en train de se délester de notre humanité au profit d'une machine. C'est ça l'affaire. Puis l'économie de l'attention, en fait, je vais y revenir dans mes autres diapositives. Connaissez-vous la valeur de vos données? C'est une bonne question à poser en ce jour de tempête. On est passé, en fait, dans les dernières années, à une économie qu'on appelait le capitalisme de surveillance, donc les données de chacun des individus qui sont sur Internet permettaient en fait ce capitalisme-là de surveillance. Donc c'est vraiment un fondement théorique. Vos données, mes données, nos données sont le nouveau pétrole en fait du 21e siècle. Mais ça le fait en sorte de migrer certains théoriciens vers ce qu'on appelle le néo-féodalisme. Oui, c'est ça, je l'ai bien dit. Le néo-féodalisme. Et là, je suis pas assez ferrée pour vous en expliquer la teneur ce matin. Mais on est dans cette mouvance-là. Dans les hautes sphères de la philosophie puis des économistes, en fait, on ferait passer du capitalisme de surveillance au néo-féodalisme. Donc, c'est-à-dire que qui possède vos données, mes données, ce sont quelques grands seigneurs qui les possèdent et ils les revendent à fort prix, en fait, pour vous redonner de la publicité. D'ailleurs, sur ChatGPT, sur OpenAI, il y a de la publicité et tout ça. Alors, pour les géants de la technologie, vous êtes une source considérable d'argent grâce à vos données. Personne n'est humain. Nous sommes une source de revenus. Lorsque vous ajoutez la science de l'attention à ce tableau, vous voyez le système qui se met en place dans notre monde depuis des années. Mais alors, est-ce que la solution serait de ne pas adopter l'IA? Ça serait facile. On passe notre tour et on se concentre sur d'autres aspects plus importants et primordiaux de notre vie puis de nos organisations. En fait, la question reste pertinente et difficile à répondre aussi rapidement. Je vais poser une question toute simple. Et là, c'est maintenant le temps où je vous redemande de participer. Qui n'utilise pas son GPS pour faire un trajet en voiture? Oh, bravo, monsieur! Il était tout seul derrière à lever sa main. Saviez-vous que les applications comme Google Maps et Waze et tout ça vous dispatchent sur la route? Le saviez-vous? Non? Je vais vous raconter une anecdote. Il y a à peine de cela 1 mois, j'étais invitée à un panel, comme je vais faire après cette conférence, et je sortais d'une grosse journée de télétravail, puis je décide de prendre ma voiture, il pleut cette journée-là. Je consulte Google Maps. Il me dit, si tu pars en transport en commun, ça va te prendre le même temps que si tu prends ta voiture malgré le trafic. Je décide de prendre ma voiture. J'arrive sur Vigée. Google Maps me dit que ça va me prendre encore 20 minutes me rendre à destination. J'étais à l'ETS, donc il fallait que je traverse le
triangle des Bermudes, en fait, du trafic montréalais, que je ne connaissais pas par ailleurs. 55 minutes plus tard, j'avais avancé de 600 mètres, il me restait 800 mètres et je ne bougeais plus. J'étais en communication, en message texte, en fait, avec la personne qui organisait le panel. J'ai été obligée d'annuler ma participation à 800 mètres de mon lieu où j'étais attendue parce que je voyais pas comment j'allais pouvoir m'y rendre. J'ai jamais fait ça de ma vie. Alors, qu'est-ce que nous dit cette anecdote? 3 choses. Je suis résiliente. Thank God. J'utilise ma voiture à l'heure de pointe. Oui, je sais, je suis consciente de ça. Et troisième chose, j'ai obéi à la machine. J'ai suivi ce que Google Maps me dit de faire. Tout bonnement. Voilà où nous avons progressivement laissé de côté notre pouvoir de choisir, de percevoir les aspects de notre existence, qui nous permet de saisir ce qui se passe et de faire des choix. L'obéissance à la machine est une conséquence directe de l'absence de régulation dans un monde du numérique. On le sait, on le constate, et on reproduit la même chose avec l'IA et surtout avec ChatGPT qui devient maintenant un réseau social, un endroit où vous pouvez tout faire, surtout parce qu'il faut passer plus de temps possible là. Alors, que nous reste-t-il? 4 questions, pardon. Première question, sommes-nous démunis face à l'IA? La réponse est non. Il faut juste choisir le bon cadrage. Il faut juste s'asseoir puis choisir un cadrage. Sommes-nous toujours dans la course si on fait de l'IA responsable? Oui, mais il faut s'assurer de ne pas tomber dans le piège du social washing et de bien définir ce que l'on entend par responsable. Il y a une course présentement entre les 2 géants qui sont en fait les États-Unis et la Chine. C'est clair que toutes les autres juridictions mondiales sont à la traîne derrière ces 2-là. Mais quand on se compare à le reste du peloton, il y a des choses à faire, puis il y a des choses à bien faire finalement. Les systèmes d'IA peuvent-ils être éthiques? Bon, ben là, ça, c'est un autre gros débat des théoriciens, en fait, en intelligence artificielle puis en éthique. Il y a certains des théoriciens qui disent qu'on est capable d'implémenter, en fait, ou de coder, finalement, les systèmes d'intelligence artificielle pour prendre des décisions éthiques. On se baserait sur des théories d'Aristote, par exemple, ou de Kant. Je rentrais pas là-dedans. Je donnais des cours, jadis, naguère, à des étudiants. Je passais 3 heures chaque fois pour chaque philosophe. Ça va, je rentrerai pas là. Mais pour moi, en tant que théoricienne, je peux vous le dire que je ne loge pas dans cette façon de concevoir, en fait, l'intelligence artificielle. Pourquoi? Puis c'est ce que je vais vous le dire dans les prochaines slides. Et la 4e question, est-il possible d'adopter et d'implémenter des systèmes d'IA dans nos entreprises? La réponse est oui, à condition, en fait, de se doter d'un cadre d'utilisation, d'opter pour des systèmes d'IA qui répondent à vos besoins et non pas des machines de guerre. Alors, qu'est-ce que vient faire l'éthique là-dedans? Je laisse peut-être croire que je fais un détour en vous parlant d'éthique, mais au fond, il est question d'éthique depuis le début de cette conférence. La vérité est dans l'adéquation entre les mots choisis pour dire la vérité, pour dire la réalité. Si vous vous posez la question, devrais-je adopter finalement l'intelligence artificielle dans votre organisation? La réponse, vous êtes en train de faire un choix éthique. Vous obéissez aussi, je reprends parce que là, j'avais un punch, puis je viens de le rater complètement. Ouais, c'est ça.
Alors, si vous vous posez la question, devrais-je adopter une IA sans savoir ce qui est derrière l'écran? Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est au cœur de la machine, en fait? Puisque nous laisse voir ce cœur de la machine-là, vous n'êtes pas en train de faire un choix éthique, c'est-à-dire un choix libre. Vous obéissez à une norme sociale. Vous obéissez à la fascination, faire partie de la vague et tout ça. Il en résulte, finalement, que l'éthique dans le domaine des technologies, quand on parle des géants du web aux États-Unis, l'éthique est vue comme un pansement, comme ce qui vient après avoir implémenté des choses. Et l'IA est considérée comme, justement, un simple pansement, traitant exclusivement des impacts et des conséquences des technologies. Mais l'éthique, c'est bien plus que cela. Aristote, dont je parlais tout à l'heure, parle de l'éthique des vertus, une éthique qui fait un grand retour aujourd'hui, alors en essayant justement de l'implémenter dans les systèmes d'IA. L'importance, en fait, de l'éthique aujourd'hui des technologies, c'est justement quelle est la science de ce qui devrait être. C'est une posture, en fait, intellectuelle qui nous permet de plonger dans l'incertitude qui est ce qui est à venir. Puis de nous aider à dire, est-ce que je choisis A ou son contraire, non A? Et donc, on est capable de faire des grands bonds en avant en se posant la question 360, c'est quoi les impacts de la solution A? C'est quoi les impacts de la solution non A? C'est quoi les principes qui soutiennent finalement l'un ou l'autre? Qu'est-ce que pourrait nous répondre quelqu'un qui aurait choisi la solution inverse de nous? Puis, qu'est-ce que ça peut nous aider, en fait, à mitiguer, finalement, la solution qu'on a choisie afin de s'assurer que toutes les parties prenantes ne soient pas laissées pour compte. Ça, c'est une grille de réflexion éthique. Ça demande justement de l'expérience morale, puis ça demande du vécu. Mais ça demande du temps. Ça ne peut pas être implémenté, en fait, dans une machine. Mark Yunandi dit ceci, « Une éthique de l'esprit humain doit mettre le système au service de l'humain et de ses capacités, justement, infinies. » Un autre de mes anciens profs à l'université que j'aimais beaucoup, qui est décédé aujourd'hui, Jean-François de Mattei, disait ceci au sujet de l'éthique biomédicale. Il disait « Le but de l'éthique est de trouver une solution la plus adaptée à une situation nouvelle. » En d'autres termes, l'éthique jongle avec l'incertitude et avec l'avenir. C'est une activité humaine ambitieuse dans un monde d'une grande complexité. En l'absence de toute régulation face à l'innovation, l'éthique est donc nécessaire. Les questions d'éthique et sociale exigent une vision politique et un engagement. L'éthique est donc notre dernier recours face à des situations imprévues. C'est le seul moyen de remettre de l'ordre dans nos pensées lorsque le tourbillon du changement nous égare. Elle nous mobilise. Émettre l'hypothèse qu'il serait possible de créer un modèle probabiliste impose une vision réductrice, justement, de la réalité. Ce que l'IA nous ramène, c'est de savoir ce que ça veut dire être humain. Ce n'est pas avoir des réponses, c'est d'avoir des questions et d'apprendre à vivre avec elles. Les machines ne peuvent pas faire ça pour nous, pas maintenant, jamais, en fait. J'avance un petit peu rapidement. Je vous ai laissé la citation, en fait, de Kate Crawford, qui est une éminente, en fait, philosophe qui s'intéresse à l'intelligence artificielle, qui a travaillé chez Microsoft, en fait, pendant 20 ans, facilement. Elle a écrit un livre, il y a quelques années, qui a été traduit en français, qui s'appelle « Le non-classe de l'intelligence artificielle ». Et cette citation-là vient de son plus récent texte qui s'intitule « The Slop AI ». Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques semaines, en fait, ce qu'on retrouve sur Internet et sur les réseaux sociaux est de plus en plus de mauvais goût et de plus en plus une espèce de bouillie informe.
dans lesquels on a de la misère à déceler en fait le bon grain de livret et dans lesquels on perd de plus en plus notre temps, finalement. Ce qu'elle évoque, en fait, dans son texte, c'est plusieurs choses quand même assez alarmantes, mais surtout, elle a ce constat, mais elle a une solution, c'est-à-dire un modèle alternatif. Et c'est là le cœur de mon propos ce matin, c'est de vous dire qu'il y a une alternative aux géants du web présentement, puis aux géants de l'intelligence artificielle que vous avez tous dans vos soit dans vos téléphones ou dans vos ordinateurs qui sont connectés à Microsoft, c'est-à-dire copilote de ce monde, il est implanté par défaut, puis là on ne sait plus quoi faire avec ça. Il y a des alternatives à ça. Et voici ce qu'elle dit, je la cite. De telles alternatives exigeraient une transformation fondamentale des dispositifs techniques et économiques existants. Système énergétique alternatif, je vous rappelle, elle est australienne, mais elle vit aux États-Unis, donc c'est le charbon qui règne. Nous, avec notre hydroélectricité, on fait quand même bonne figure. Des modèles de propriété coopératifs, on va parler de mutualisation aujourd'hui, ça tombe bien, et protocoles culturels résistants à l'ingestion, finalement, algorithmique. Cela ne nécessite pas un retour nostalgique aux formes culturelles pré-numériques, mais des pratiques adaptées à des situations écologiques et sociales actuelles. Et voici une autre solution, c'est-à-dire le concept de l'outil convivial. Je vous ramène dans le temps. L'outil convivial, c'est un concept déployé, en fait, par un théoricien qui s'appelle Ivan Illich dans les années 70. Et l'outil convivial veut se mettre en faux, en fait, donc la face opposée aux outils dits standardisés et industriels. Il disait, entre autres choses, que seul l'outil convivial s'avère conducteur de sens et traducteur d'intentionnalité. Illich propose cette idée qui permet à son utilisateur d'exercer son autonomie. L'autonomie, c'est la capacité de choisir et sa créativité humaine. Il établit un contraste entre ces outils conviviaux qui étendent les capacités humaines et les outils de la société industrielle qui ont dépassé cet objectif initial et qui sont devenus destructeurs pour l'autonomie humaine. Il suggère donc, pour maintenir une relation ou une dynamique saine avec un outil, celui-ci doit répondre à ces trois exigences-là. Donc, il doit être générateur d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle. Il ne doit pas susciter ni esclave ni maître, donc on ne doit pas obéir à Google Maps. Et il doit élargir notre rayon d'action personnelle. Alors, j'arrive à la conclusion. Quelles sont les bonnes pratiques, vous me direz? Bien, les bonnes pratiques, elles existent déjà. Elles existent déjà beaucoup plus qu'en germe. Il y a eu une recension depuis l'avènement de ChatGPT de plusieurs chartes éthiques et principes ou normes d'utilisation de l'intelligence artificielle qui ne cessent en fait de se déployer à travers le monde. Et cette recension-là a pu permettre en fait de faire ressortir les valeurs et les principes récurrents. Puis ces valeurs et principes-là sont très simples. C'est la transparence, c'est la confiance, c'est la protection de la vie privée, puis c'est surtout la clarté et la sécurité. Les bonnes pratiques, en fait, sont faciles et concrètes. C'est tout à fait juste. Puis là, je veux aller un petit peu plus vite, puis je voulais juste pas faire tout ça. Ah oui, c'est ça. Les bonnes pratiques sont faciles et concrètes et il ne faut pas oublier qu'il est possible
qu'on n'en ait pas besoin d'un large modèle de langage, qu'on n'ait pas besoin d'un agent conversationnel pour nos usagers ou nos membres. Il se peut qu'un bon vieux modèle d'automatisation pour certaines tâches bien récurrentes vous aiderait à déployer, en fait, vos modèles organisationnels. Et c'est ça, ce pas de côté-là, que j'en appelle finalement à être attentif à se laisser happer par la voie de côté, finalement. Ça vous coûterait franchement moins cher. Voilà. Puis, il faut faire attention à la famine temporelle parce que sous prétexte, en fait, de vous donner encore plus de temps, ça se peut qu'on vous en enlève de plus en plus. C'est ça. Alors, conclusion. La spécificité humaine et de son intelligence, c'est qu'elle épouse la créativité de la nature. C'est aussi apprendre à être libre, ou si vous préférez, à faire des choix autonomes, dans le but de choisir dans la contrainte. Nous l'avons vu dans la présente conférence, lorsqu'on parle de nous, les humains, dans le monde de la technologie, on parle de nous en termes de données, et non en termes de sujets libres. On parle des humains, non plus comme des sujets, mais comme des sujets de données. Cette translation dans les termes leur permet, en fait, des glissements dans la façon de traiter la notion d'humain. En 2025, l'adoption de l'IA n'est pas un choix libre pour les organisations, les travailleurs et nous. C'est une obligation. Ce qui nous est demandé actuellement en tant qu'individu, c'est d'accepter d'entrer dans la course, de prendre la vitesse sans dire un mot sur ce qui nous est proposé. Ce que j'ai tenté de faire dans cette conférence, c'est de nommer les phénomènes tels qu'ils sont. En redonnant le sens aux mots, on passe d'un état de spectateur fasciné ou en désarroi à un état de lucidité. En tentant de nommer le réel tel qu'il est, j'ai tenté de faire de l'ordre dans le chaos apparent. Cela permet de rendre le plein pouvoir décisionnel aux utilisateurs, aux concepteurs, mais aussi aux organisations de choisir. Avec tout ça, je suis consciente que le portrait n'est pas très rose, mais en tant que philosophe, je me dois de rester lucide face au langage pompier de l'industrie. Ah, elle est bien envoyée, hein? Ouais, je sais. Pour rappel, je ne suis pas technophobe. Ce que je vois depuis que je m'intéresse à la tech, c'est que progressivement, une conception du monde s'est imposée, accompagnée d'un glissement sémantique notoire. Si nous voulons préserver notre liberté, il faut préserver les mots et leur sens. Le projet proposé par la tech actuellement en est tout autre. Si on souhaite passer d'un horizon bouché ou d'un avenir conçu par certains et imposé, il nous faut changer de posture collectivement. Si l'on veut préserver la démocratie, il faut préserver cet espace public vital pour le vivre ensemble. Il nous faut, selon Michel Puech, passer d'une culture d'ingénieur à une culture de jardinier. Il s'agit pour moi de nous permettre de ne pas renoncer au vivant, au secret, à la convivialité du monde sous prétexte que l'existence est plus simple lorsque tout glisse, tout passe et rien ne dure comme sur un écran. Il n'est pas question de rivaliser avec l'économie de l'attention. Il est question de savoir comment créer l'avenir, comment le permettre afin que l'humain évolue en tout respect de sa potentialité et de sa dignité. Merci beaucoup. Je vais te donner ça. Je vais prendre ça. Tu vas prendre ça? Non, bien, parfait. On va passer à des questions. J'aurais une clarification. Père Caron était très cool. Le propre de la philosophie, c'est le questionnement critique. C'est clarifier la pensée, c'est comprendre le monde, c'est comprendre l'existence humaine. C'est sûr que c'est ambitieux de commencer un colloque avec
sur l'IA avec cette perspective-là. Tu sais, peut-être que quelqu'un se serait dit, pourquoi il m'enseigne pas comment fonctionne ChatGPT en partant? Mais je pense que c'est une prédisposition mentale au reste de la journée. C'est qu'affronter l'IA, j'aurais le goût de dire comme ça, ou s'en faire une perception à travers des mots aussi forts comme l'IA, c'est une série de chiffres de calcul probabiliste. C'est tout, sauf une intelligence propre. Quand on se rappelle ça, puis qu'on se fait proposer un plan de traitement, un plan d'amélioration continue, ça, il faut se poser la question sur le fond. Ouais. Merci. Je vous ai dit que j'allais écouter. Hein? Et il y a quelqu'un qui, au milieu de ta conférence, a dit « C'est quand qu'ils servent l'alcool? » Et je trouvais qu'il était de bonne heure. Oh, et cette personne-là, je la connais et elle se reconnaît. Mais je la dénoncerai pas. Mon but, c'est de vous écouter. C'est d'écouter ces commentaires-là parce que c'est vrai que... Ça aurait pris un shooter. Ça aurait pu prendre un shooter. Mais c'est intéressant de se dire, il faut donner une perspective à l'IA. Des questions, on prend 10 minutes. On aurait combien de temps? 10 minutes, 1-2 questions. Qui aurait des questions? Qui a envie de se lancer pour une question? Moi, j'ai une question qui me taraude l'esprit depuis un bon moment. C'est vrai que quand on parle d'IA, parler de menaces ou opportunités, on peut en débattre, c'est en débattre. Mais moi, à l'heure actuelle, je me dis, mes parents n'ont pas payé mon bac pour rien. Par contre, je me pose la question, est-ce que je vais payer le bac de mes enfants pour rien? C'est une question qui me taraude beaucoup l'esprit. Et du coup, je me pose la question finalement, est-ce qu'on ne devait pas repenser notre curriculum? Je m'explique un peu. Est-ce que peut-être l'université ou l'école d'une manière générale, enfin disons le système éducatif, ne devrait pas plutôt former ce que j'appelle moi des personnes à tout faire, qui sont capables, genre les former à une culture générale et les outiller avec l'intelligence artificielle pour permettre un peu un changement en interne, limiter le turnover en entreprise, juste que l'intelligence artificielle soit perçue comme un outil, mais que la personne puisse être aujourd'hui dans un département de comptabilité, le lendemain dans un département de marketing, mais avec toujours sa caisse à outils qui est l'intelligence artificielle. C'est un peu comme ça, de manière très optimiste, que j'appréhende l'IA avec mes enfants et leur scolarité. Et j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, pour faire un court résumé de mon livre, et mon Dieu que j'ai ça, cette introduction-là, de cette manière-là. Mais c'était un plaidoyer, en fait, mon livre sur l'inéducation, le système industriel de l'éducation au Québec. C'était un plaidoyer pour la culture générale. C'était un plaidoyer pour ce qu'on appelle l'esprit critique. Ce qui se passe présentement dans le système d'éducation, on va dire occidentale, c'est que la vision, en fait, à l'entrée et la sortie fait de ce système éducationnel-là un système industrialisant. C'est-à-dire qu'on voit le diplôme, puis on voit les personnes qui passent à travers le système, en fait, comme des marchandises. Et donc, quand on revient au cœur du projet éducatif, c'est-à-dire de permettre, en fait, la nature humaine chez chacun des individus de se déployer au sein d'une société, ce qui est au cœur de tout ça, c'est la dignité humaine qui a conclu ma présentation, mais c'est l'esprit critique, veut pas, puis c'est l'autonomie aussi. Donc, plus on surspécialise nos jeunes, et plus on les handicape pour leur avenir, finalement. Le dire simplement, c'est comme ça. Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question sur la frontière entre l'IA et l'éthique. Parce que dans votre intervention, oui, vous avez dit que l'IA est un outil technologique qui se réfère à des données, à des algorithmes. Et quand on parle d'éthique, on parle de valeurs humaines. Oui. Ça ramène au pourquoi, à quel prix. Donc moi, je voudrais savoir à quel moment une innovation en intelligence artificielle
cesse d'être un progrès pour devenir un risque éthique? Excellente question, merci beaucoup. L'outil en tant que tel, donc permettez-moi ce raccourci-là, mais le système d'IA en tant que tel ne pourra jamais être éthique, ne pourra jamais rendre des réponses éthiques. Pourquoi? Parce que pour être éthique, donc pour être dans le champ de l'éthique, pour prendre des décisions qui sont dites éthiques en vertu du bien, du mal, des valeurs, etc., d'une situation bien précise et surtout excessivement complexe parce que cette situation actuelle ne reviendra jamais. Elle est particulière, elle est singulière, elle ne reviendra jamais. Ça prend, en fait, un corps. Ça prend une chair. Ça demande à être incarné comme prise de décision. Et la machine n'a pas d'empathie, ne sait pas c'est quoi les impacts que ça pourrait avoir sur d'autres êtres humains. Ce n'est que des calculs. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose. On pourrait penser qu'on pourrait coder en fonction de certaines valeurs bien précises, mais en faisant ça, on reproduit finalement des préjugés, on reproduit des biais. Donc, la machine fait, comme si on pourrait dire, du mimétisme, c'est-à-dire de la copie. Elle ne prend pas de décision, elle ne fait que répéter, elle ne fait que copier. Et quand on prend une décision sous valeur de calcul probabiliste, mettons, ce que la majorité penserait en telle situation faire, il faudrait faire, je sais pas moi, il faudrait lancer une campagne de déneigement à Montréal parce qu'il est tombé 20 cm, est-ce qu'on doit le faire ou on ne doit pas le faire? Mais si on dit la majorité pense qu'il faudrait le faire, c'est un problème, en fait, en argumentaire. On appelle ça l'appel à la majorité. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Donc, voyez-vous comment c'est pernicieux, tout ça? Puis ça, c'est parce que j'ai passé 8 ans de ma vie en philosophie à l'université, que moi, ça m'apparaît évident, comprenez-vous? Puis c'est ça qu'on doit prendre chacun de ces angles-là froidement, lucidement, pour dire ça, c'est pas possible. Je ne délesterai pas ce pouvoir-là décisionnel à la machine. Je peux lui demander l'avis en fonction des dernières 100 années, en fait, de déneigement à Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé dans à peu près des situations similaires? Elle va nous donner une grille d'analyse et ensuite de ça, la décision finale peut être prise par l'humain. Ah ben là, on est ailleurs. Comprenez-vous un peu la démarche? Tout à fait. C'est ça. Merci.